Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. J'ai eu la chance de rencontrer Florence Marie à La Forge, à Honfleur, 25 rue de la Foulerie. Elle y a acheté il y a 40 ans une maison et un jardin qu'elle a décoré tout ce temps. C'est un lieu magique et insolite, situé 25 rue de la Foulerie. Avant cet entretien, j'ai rencontré Sébastien Barrault, qui est directeur de recherche et écologue. Il vient de faire paraître chez Belin un ouvrage intitulé « L'écologie est une science ». C'est effectivement, nous démontre-t-il dans cet entretien, une science qui étudie les interactions entre les êtres vivants eux-mêmes, mais également avec leur environnement, dans des échelles temporelles allant de la seconde aux millions d'années. C'est grâce à son expérience de terrain qu'il nous relate dans cet ouvrage qu'il a pu et qu'il peut nous expliquer les différents champs disciplinaires couverts par l'écologie, depuis l'étude des sols jusqu'aux équations systémiques. Sébastien Barrault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, intitulé « L'écologie est une science ». C'est chez Belin, éditeur. Et l'écologie est une science, j'ai l'impression que c'est une somme. Oui, alors déjà ça m'a pris longtemps pour l'écrire. Je pense que j'ai mis une dizaine d'années pour l'écrire sans savoir au début exactement où j'allais. Au départ, j'ai vraiment conçu ça comme un cours d'écologie. En fait, je pense qu'il y a avant ce livre, il n'y avait pas tellement en français de livres à peu près accessibles pour un public assez large qui parlaient des interactions entre les espèces, des interactions entre les espèces et le sol, etc. Et du coup, je voulais remplir ce créneau-là. Oui. Alors vous dites pour un public nombreux, pour un public presque ignorant, qui ne connaîtrait pas toutes les arcanes de l'écologie et qui croirait peut-être que l'écologie est quoi ? Une idée, une idéologie ? Oui, tout à fait. Alors du coup, je ne sais pas encore quel type de public trouvera son compte en lisant l'ouvrage. Je pense que c'est écrit avec un français qui est relativement simple. Alors je sais que ma femme trouve qu'il y a des mots compliqués. Alors il y a un glossaire et tout, mais c'est vrai qu'il y a des mots un peu compliqués. Normalement, je les explique. Et après, je pense qu'éventuellement la difficulté, c'est que je jongle avec pas mal d'idées. Des idées en écologie, à la fin du livre, un peu avec de la politique, etc. Donc ça peut rajouter une difficulté, mais j'espère que de nombreuses personnes trouveront leur compte. Et effectivement, alors le titre du livre, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mon éditrice, et au début, j'ai hésité un peu, mais finalement, je regrette pas parce que depuis que le livre est sorti, il y a plein de gens qui me disent mais oui, je savais pas que l'écologie était une science. Et alors évidemment, quand on est chercheur, quand on a une discipline, que les gens sachent pas que c'est une discipline scientifique, c'est un peu choquant, c'est un peu frustrant. Enfin, il y a un côté presque égo. Enfin, c'est pas vraiment là que je place le problème, mais ça pose quand même un problème. Et du coup, j'ai vraiment envie de montrer que c'est une science. Alors c'est pas détaillé dans le livre, mais c'est vrai que par moments je donne des éléments de méthodologie pour expliquer comment on fait, comment qu'on va sur le terrain, qu'on fait des expériences, qu'on fait des statistiques. Et c'est pour montrer la scientificité de l'écologie. Oui, exactement. Et puis c'est aussi pour mouiller votre chemise, dirait-on familièrement, parce que vous dites « je suis allé à la station écologique de Lamtaux, j'ai fait ma thèse, j'aime la cuisine, j'ai travaillé avec un Ivoirien très, très compétent, très intelligent. » Voilà, vous vous mettez en scène. Alors ça, c'était pas prévu non plus au début. Au début, quand j'avais... en gros, je rassemblais les bouts d'idées que je voulais mettre, et puis je les répartissais dans des chapitres, quoi. Et j'avais pas pensé parler trop de moi. Et en fait, je me suis dit... Enfin, un peu inconsciemment, je me suis dit que parler de moi, ça aiderait les gens à rentrer dans le livre, à suivre un peu... ces histoires scientifiques, un peu comme une aventure aussi, une aventure personnelle. Et après, je pense que
Je pense que ce que je dis dans ce livre, scientifiquement, c'est des choses qui sont complètement admises par la communauté scientifique, c'est des choses vraiment un peu de base, en fait. Voilà. Mais c'est aussi avec ma vision. Et par exemple, dans ma vision, alors c'est des choses qui sont complètement admises par la communauté, mais dans ma vision, il ne faut pas séparer l'écologie, la partie écologique pure, de l'évolution des organismes, parce que les deux interagissent énormément. Dans ma vision, il ne faut pas séparer des recherches de base sur comment les systèmes écologiques fonctionnent, comment les vers de terre font mieux pousser les plantes, et il ne faut pas séparer ça de comment on peut appliquer ces connaissances pour résoudre des problèmes en agriculture, en écologie urbaine, des problèmes plus généraux de durabilité, des interactions entre les humains et la biodiversité. Et du coup, ça, c'est des choses... alors, je ne suis pas du tout le seul à faire ça, enfin voilà, il y a d'autres gens qui le font, mais j'ai quand même mis ma vision là-dedans. Oui. Et en fait, c'est une démonstration parce que, effectivement, vous partez toujours de l'expérimentation, de l'expérience. Oui, Par exemple, quand vous étudiez le palmier rognier, en Côte d'Ivoire, quand vous étudiez la pêche, la surpêche, on va dire même, ou bien les sols, avec les bénéfices dus aux vers de terre, vous partez de là pour effectivement nous expliquer l'intérêt, les bienfaits, les cadeaux, on va dire, que la nature fait aux hommes. Alors, du coup, effectivement, l'écologie, c'est une science, c'est une science de l'environnement. Bon, j'explique aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, que c'est une science qui est à mi-chemin entre la biologie et ce qu'on appelle les sciences de l'univers. Donc dans les sciences de l'univers, il y a la géologie, la climatologie, ce genre de choses. Et du coup, comme toutes les sciences, on observe des choses, on mesure des choses, on fait des expériences. C'est-à-dire qu'il y a des moments où juste observer, ça suffit pas. Il faut faire parler la nature, entre guillemets, et du coup, il faut manipuler la nature pour qu'elle nous donne des réponses. On fait des statistiques, on fait des mathématiques, on fait des modèles mathématiques, et du coup, alors il y a des particularités de cette science, mais on a un peu les mêmes outils que l'ensemble des autres sciences. Ouais. Mais c'est ça qui est passionnant dans votre ouvrage, parce que par exemple, vous prouvez, j'allais dire par A plus B, c'est pas tout à fait comme ça, mais vous prouvez scientifiquement que par exemple, l'agriculture industrielle tue l'agriculture. Oui, alors c'est quelque chose qu'on peut dire de plein de façons différentes, et alors je sais jamais exactement quelle est la meilleure façon de le dire, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le modèle dominant en agriculture, il n'est pas durable, et le mot durable, c'est un terme un peu galvaudé, un peu accommodé à toutes les sauces. C'est vrai. Et moi, quand je dis que c'est pas durable, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va plus pouvoir nous nourrir. Et des éléments de preuve de ça, c'est que l'agriculture utilise certaines ressources qui sont pas durables. Donc typiquement, on a besoin, alors certaines cultures, certaines formes d'agriculture ont besoin d'engrais phosphorés, du phosphate. Et en fait, le phosphate, il est puisé dans des mines. Et alors, on ne sait pas exactement quand les mines vont s'épuiser, mais elles vont s'épuiser un jour. Mmh. Un autre exemple est que l'agriculture, à l'échelle mondiale, produit entre 20 et 25% des gaz à effet de serre. Oui. Donc ça veut dire que l'agriculture est responsable de un quart du réchauffement climatique. Et on sait que c'est plus admissible. En tout cas, il faut vraiment diminuer ces émissions si on veut rester dans des marges climatiques qui nous permettent de vivre. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que un des premiers... alors le changement climatique, on sait que ça tue des vies humaines, quand il y a des canicules, etc. Oui. Mais ça diminue les rendements. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'échelle mondiale, il y a tout un tas de régions où les rendements, en moyenne, diminuent. Et du coup, c'est aussi une preuve de la non-durabilité. Et la dernière preuve que je voudrais citer... deux autres preuves, en fait. Alors l'agriculture a des impacts négatifs sur la biodiversité, je dirais c'est en partie inévitable. Alors il faudrait les diminuer, etc., mais c'est en partie inévitable. À un moment donné, quand on remplace une forêt par un champ, voilà. On va perdre certaines choses. Par contre, le problème, c'est que l'agriculture, alors il faudrait nuancer, il faudrait aller chercher les données dans les détails, mais en partie, elle détruit une biodiversité dont elle a besoin. Les pollinisateurs, 75% des espèces consommées... À cause des pesticides. À cause des pesticides et puis des pertes d'habitat, en fait, d'habitat et de ressources. Et puis une partie des organismes du sol qui sont quand même maltraités par l'agriculture intensive. Et en fait, si l'agriculture tue les organismes dont elle a besoin, on se dit qu'à un moment donné, ça va plus marcher, quoi. Ouais. Et le dernier élément, c'est la dégradation des sols. Et alors il faudrait creuser dans les mécanismes, il faudrait creuser dans les statistiques, mais en gros...
Bon, selon ce qu'on regarde, il y a 30% des sols agricoles qui sont dégradés. Alors s'il y a de la dégradation physique, de la dégradation chimique, des pertes de matière organique, de la salinisation. Mais du coup, c'est la même chose. Évidemment, l'agriculture, elle a besoin de sol pour fonctionner. Et si ces sols se dégradent, ben, à un moment donné, l'agriculture, elle ne va plus fonctionner. Oui. J'ai l'impression que finalement, vous pouvez, d'après tout votre travail, aider peut-être à une agriculture durable dans les pays qui souffrent de famine et de pauvreté, où les terres justement sont usées ou désertiques ou asséchées, etc. Mais qu'évidemment, plus largement, vous pouvez aider aussi l'humanité à ne pas disparaître. Ça ne serait pas disparaître vraiment, hein. Ça ne serait pas disparaître vraiment. Vous le dites bien. Oui, mais alors, bon, déjà, une partie des famines à l'échelle mondiale sont pas liées à des problèmes agricoles. En fait, c'est souvent lié à des problèmes de guerre civile. Bon, éventuellement, quand il y a des fortes intempéries, des fortes sécheresses, évidemment, ça amplifie les problèmes. Mais à l'échelle mondiale, c'est plus des problèmes humains qui posent des problèmes de famine, y compris des problèmes de répartition. En fait, on produit assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Pour 7 milliards d'humains. Alors pour le moment, bon, il faut discuter. Y compris en prenant en compte le fait qu'on perd 30% de l'alimentation qui est produite, qui est gaspillée, qui est perdue, qui se dégrade, etc. Donc on peut nourrir les gens, par contre, il faut aussi avoir le bon système humain pour faire que ça fonctionne bien. Et après, alors il se trouve que je travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, donc je suis intéressé par l'agriculture en Afrique en particulier. J'ai assez peu travaillé en zone sahélienne, là où il y a peut-être le plus de problèmes en gros, c'est presque des problèmes de désertification dans certains cas. Mais effectivement, il y a des solutions agroécologiques qui peuvent en tout cas, alors peut-être pas tout résoudre, mais freiner les problèmes. Et bon, moi, je travaille beaucoup en Côte d'Ivoire, et ce que je dirais, c'est que les agriculteurs, ils arrivent à se nourrir. Ils arrivent à se nourrir. Après, moi, ce qui m'inquiète, et alors je ne travaille pas directement là-dessus, mais j'aimerais bien aller un peu dans cette direction, c'est que d'une part, ils arrivent à se nourrir, mais ils ont quand même un niveau de vie qui est extrêmement faible, en termes de possession matérielle, de capacité à envoyer leurs enfants faire des études, en termes de capacité à se soigner. Leur production agricole leur donne des revenus extrêmement faibles, et du coup, ça serait bien que ça s'améliore. Et puis l'autre problème, c'est que en Afrique, la population, c'est le dernier continent où il y a une croissance démographique forte, et en plus avec une urbanisation très forte. Et du coup, la répartition de la population, en fait, elle va être de plus en plus urbaine, et du coup, il va falloir que les agriculteurs produisent de plus en plus pour les habitants des villes. Et oui. Et du coup, ça, c'est pas quelque chose... du coup, moi, ce à quoi j'appelle, c'est à une espèce de... Bon, je vais pas dire une révolution, une transformation agroécologique, une intensification écologique de l'agriculture. Mais on est un peu loin du compte pour nous. Oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, quand on vous lit, on se demande pourquoi, par exemple, mais ça vous le mettez en valeur en particulier dans la dernière partie de votre ouvrage, c'est-à-dire pourquoi les agriculteurs ne sont pas convaincus par les preuves scientifiques qu'ils vont dans le mur. Parce que, vous dites, il y a des intérêts capitalistiques, des intérêts politiques, économiques. Alors, dans le livre, je critique assez clairement certaines formes d'agriculture, parce qu'elles ne sont pas durables. Je critique pas nécessairement les agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs, c'est vrai, il faut le dire. Ils sont aussi pris dans un système. Alors, ils ont aussi... Alors, certains ont des marges de manœuvre qu'ils n'utilisent pas pour aller vers plus de durabilité, mais d'autres font des efforts, etc. Et alors, que ce soit les agriculteurs, les petits agriculteurs qui ont une agriculture de subsistance en Côte d'Ivoire, ils ont peu de marge de main-d'œuvre. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des politiques publiques plus fortes pour augmenter leur niveau de vie, pour améliorer les filières, etc. En Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et en France, il y a tout un système autour de l'agriculture. Et le problème, c'est que... déjà, un des premiers problèmes, c'est que... Alors, je ne connais jamais les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a à peu près la moitié des agriculteurs français qui gagnent
aux alentours du SMIC. Oui, Et en travaillant 60 heures par semaine, etc. c'est ça. Donc, alors il y a des problèmes de durabilité, mais il y a aussi pour moi un problème de système économique, des problèmes de filières qui vont en gros je sais pas moi, du kilo de carottes ou de blé produit dans un champ jusqu'à notre assiette. Oui. Et du coup, là, c'est aussi une histoire de politique publique, de politique économique, de politique agricole commune. Et du coup, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que ça, c'est des choses sur lesquelles je peux avoir des idées. Et puis il y a des choses, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faudrait améliorer. Par exemple, mieux répartir les aides agricoles entre les petits agriculteurs et les gros agriculteurs. Bien sûr. Les orienter un peu plus vers l'agriculture, vers l'agroécologie, Voilà. ou l'agriculture biologique. Oui. Donc il y a des choses on voit bien, et puis en même temps, moi je suis pas capable de dire ce qu'il faut faire. Je suis pas économiste, je suis pas sociologue de l'agriculture, et du coup on a vraiment besoin de toutes les autres sciences, alors c'est des sciences humaines, C'est ça. pour dire pour diagnostiquer les problèmes, je veux dire humains au sens large, liés à ce système agricole, et pour esquisser des pistes de solutions, et puis ensuite évidemment il faut discuter démocratiquement pour voir quelles sont les bonnes pistes de solutions et celles qu'on va choisir. Oui. Oui, vous dites d'ailleurs qu'il faut activer tous les leviers possibles. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on pourrait, quand on se souvient de l'urgence après la Seconde Guerre mondiale de nourrir la population, avec la naissance de l'agriculture industrielle, on se souvient des anciens, on va dire, qui protestaient, certains en tout cas, contre le remembrement, la suppression des haies, l'introduction des pesticides et des engrais, enfin contre une sorte de dégradation du métier de paysan. On parlait de paysan à l'époque. Alors, est-ce que c'est ceci que vous regrettez ? Ça fait partie des problèmes. Je pense que, en caricaturant un tout petit peu, en agriculture intensive, l'agriculteur, en gros, il a payé très cher des équipements, une ferme, des équipements, des terres, il a des solutions clés en main en termes de quantité d'engrais, quantité de pesticides, taille des tracteurs, je caricature un peu, et puis il applique des règles assez basiques en fait pour utiliser tout ça, et puis en fait, quand on met beaucoup d'engrais, quand on met beaucoup de pesticides, on n'a pas trop à se poser de questions. Et à la fin, dans un certain nombre de cas, il a déjà des contrats qui fait qu'il va pouvoir vendre directement sa production dans des filières. Et alors, ça produit, c'est pas si mal. On peut reparler des problèmes de durabilité. J'ai pas parlé des problèmes de santé, mais c'est aussi un système qui n'est pas bon pour la santé des êtres humains et en particulier des agriculteurs qui, en fait, ils sont en première loge des pesticides. Et du coup, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se retrouvent complètement coincés là-dedans, mais il y en a aussi beaucoup qui essayent de trouver des solutions. Et dans ces solutions, quand on commence à passer à l'agroécologie, etc., c'est des solutions dans lesquelles les agriculteurs ont besoin de réfléchir. Alors je ne dis pas que les autres réfléchissent pas, mais en tout cas, l'agriculteur, il reprend en main sa ferme, entre guillemets, Oui. et il doit au jour le jour décider Oui. s'il met des pesticides, s'il en met Et pas. il observe ce qui se passe entre les différents éléments du système Exactement, écologique. il observe et il devient, Oui. souvent il devient un peu expérimentateur, c'est-à-dire qu'il faut observer, répondre, essayer des choses, et il y a tout un tas d'agriculteurs qui, alors ils ne sont pas forcément en agriculture biologique, mais ils essayent de diminuer les pesticides, ils diminuent les engrais, et puis ils essayent de trouver des solutions. Et du coup, ils peuvent remettre en avant leur expertise, ils remettent en avant un peu leur libre arbitre. Et du coup, je pense que dans un certain nombre... Alors ça peut être compliqué économiquement, mais dans un certain nombre de cas, ils sont très contents de basculer vers un système où ils sont plus libres, en fait. Oui, c'est ça. Émettre un peu, tout en étant respectueux Oui, de voilà. leur environnement. Alors, je disais au début que votre ouvrage est une somme, parce que vous parlez aussi de l'écologie urbaine. Oui, alors... Tout à l'heure, on parlait un peu de mon parcours, et en fait, au départ, je me suis vraiment occupé de ce que j'appelle l'écologie fondamentale. On essaye de comprendre comment un sol, ça fonctionne, comment un palmier, ça pousse, etc. Et puis, petit à petit, au cours de ma carrière, lapsus, parce que la carrière, c'est pour faire des trous dans le sol, au cours de ma carrière, je me suis intéressé aux applications de l'écologie.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'écologues qui ont suivi un peu ce parcours, et puis du coup je me suis intéressé à l'agriculture, mais aussi à l'écologie urbaine. Et l'idée de l'écologie urbaine, alors la première idée c'est que finalement en ville il y a de la biodiversité. Et du coup on peut étudier en ville comment fonctionne la biodiversité, quelles plantes il y a, quels oiseaux il y a, quels insectes il y a, et puis on peut regarder comment ça fonctionne, comment un arbre ça pousse en ville, et alors ça peut paraître bizarre, mais on sait toujours pas bien comment ça fait pour pousser un arbre en ville avec ses racines sous le bitume, etc. Bon, on a un peu travaillé là-dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et évidemment, ça a des applications. C'est-à-dire que l'idée, c'est de protéger, entre guillemets, la biodiversité en ville. Ça va pas à l'échelle globale, c'est pas ça qui va sauver la biodiversité. Par contre, c'est intéressant pour les êtres humains qui habitent en ville. Parce que ça remet en contact les êtres humains avec la biodiversité. On peut, les parcs, les arbres en ville, ils rendent un certain nombre de services. Alors il y a 2 services qui sont un peu clés, qui sont bien documentés. C'est la réduction de l'îlot de chaleur urbain. C'est qu'en gros, quand un arbre il puise de l'eau par ses racines et que l'eau s'évapore par ses feuilles, en fait ça diminue la température. Alors évidemment ça dépend de combien il y a d'arbres, ça dépend de plein de choses, mais en moyenne ça a un effet positif. Et de même, c'est comme ça qu'on a travaillé sur les toitures végétalisées. Oui. Et finalement, une toiture végétalisée, s'il y a suffisamment de sol, de substrat, ça peut aussi participer à cette régulation de l'îlot de chaleur urbain. Et l'autre service qui est rendu par la végétation en ville, c'est la régulation des flux d'eau. En gros, c'est l'idée que si tous les sols sont imperméabilisés, eh bien, s'il y a des pluies fortes, l'eau va en gros s'écouler sur le bitume, et puis on va avoir du mal ça va causer des inondations. Et alors on a beau avoir des égouts, des systèmes d'évacuation de l'eau, souvent ils sont plus suffisants. Par contre, si on a une ville où il y a beaucoup de sols, de vrais sols sans bitume dessus, eh bien ils vont absorber l'eau, et on va limiter ces problèmes en cas de tempête, d'orage, etc. Oui. Oui. Alors tout à l'heure, vous parliez un peu de politique. Effectivement, peut-être le fait que l'écologie soit une science rebute un peu les politiques, dans la mesure où, dans le fond, il faut qu'ils fassent appel aux scientifiques. C'est évident, parce qu'il y a un déficit de communication et de connaissances. On ne peut pas tout savoir, bien sûr, et au contraire, on devrait s'appuyer sur les recherches. Alors j'ai l'impression que votre livre cherche un peu à faire le lien entre la recherche et le milieu politique et économique. Oui, alors, de nouveau, je ne regrette pas que le livre s'appelle « L'écologie est une science ». Complètement. Et le but, c'est effectivement de transmettre ces connaissances à des gens qui peuvent en avoir besoin. Après, je ne voudrais pas opposer l'écologie comme science et l'écologie comme courant politique. Et en fait, ce que je dis aussi, c'est que si on regarde les synthèses des connaissances faites en écologie, typiquement les rapports de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, si on regarde ces synthèses, elles appuient à 100% ce que disent les partis politiques qui ont une conscience environnementale et qui ont écouté les scientifiques. Et on est en pleine crise climatique, crise de la biodiversité. Il faut transformer nos sociétés pour résoudre ces problèmes, et du coup ça appuie complètement, c'est une science, ok, et du coup c'est une science avec son côté, alors je vais pas dire neutre, on sait que les sciences sont pas neutres, mais c'est quand même un côté où on essaye de produire des connaissances objectives, répétables, etc. Et toutes ces connaissances, le plus objectives possible, appuie un certain nombre de courants politiques, on ne peut pas dire autrement les choses. Et alors effectivement, alors j'espère que le livre il est compréhensible pour un public assez large, alors peut-être pas aussi large qu'il faudrait. Je pense qu'un des problèmes, c'est effectivement la classe politique française est très peu formée à la science. Alors en caricaturant un peu, quand on a fait Sciences Po et l'ENA, on n'est pas passé par un doctorat en écologie. Et du coup c'est un peu un problème, et alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se former. Moi j'ai participé à la formation des hauts fonctionnaires à la transformation écologique de nos sociétés, donc il y a des initiatives, et puis on sent des envies en fait chez les gens qui travaillent dans les ministères, etc. Mais effectivement ça suffit pas, et c'est peut-être une autre paire de manches quand on regarde le personnel politique qui peut
être un peu étranger à ça. Effectivement, on parle en ce moment beaucoup de backlash Tout à fait. Anti-écologie. Bien sûr. De retour en arrière. C'est plus un... Quand on regarde les analyses, c'est peut-être plus un backlash politique, c'est-à-dire qu'il y a certains courants politiques qui ont intérêt, pour des raisons, je dirais, assez électoralistes et purement court-termistes, à aller dans cette direction-là. Alors que quand on fait des sondages, il y a en tout cas certains sondages qui montrent que les Français sont préoccupés par le climat, ont envie... alors c'est pas forcément facile, mais ils auraient envie d'utiliser moins leur voiture, etc. Tout à fait. Et du coup, c'est vraiment une espèce d'instrumentalisation politique, à mon avis. Et après, effectivement, il y a un côté un peu... il y a des courants un peu anti-scientifiques. Alors de nouveau, c'est en partie de l'instrumentalisation. Ça va jusqu'à Trump, de l'autre côté de l'Atlantique, où là, il y a des attaques scientifiques qui sont complètement directes. Mais c'est vrai qu'en filigrane, on a des attaques un peu similaires ou de même nature en France. Et ça fait assez peur. Et... alors, je pense que mon livre, il va rien résoudre, mais c'est vrai qu'en théorie, si beaucoup de gens le lisaient dans le monde politique, ça pourrait aider un peu. Oui, alors le monde politique, mais aussi, bien sûr, pour les citoyens, parce que j'ai l'impression, ce qui nous réjouit à le lire, c'est que l'universitaire sort de son laboratoire, sort de sa cité écologique, sort de ses expériences pour transmettre, partager le plus largement son savoir. Et ça, c'est précieux. Oui, mais... alors déjà, ça s'est pas fait... alors, ça s'est fait naturellement, mais très progressivement, et c'était pas calculé. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais dans mon laboratoire ou dans ma savane, et j'étais très content, ça me suffisait. Ce que je dirais, c'est que j'ai bien vu que ça suffisait pas. C'est-à-dire que je peux pas... ça serait complètement schizophrénique de penser dans ma tête, oh là là, on est en pleine crise environnementale, le monde politique et économique ne fait pas ce qu'il faut, et puis moi je reste dans mon laboratoire, éventuellement j'écris des articles scientifiques que personne ne lit. Voilà, ça serait complètement incohérent. Et après, je pense que j'ai aussi un réel plaisir, je pense que ça se voit, c'est-à-dire que j'ai un réel plaisir à expliquer des choses. Alors là c'est de l'écologie, mais je pourrais expliquer d'autres choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire. Et alors du coup, je ne sais pas si je le fais bien, etc. Mais oui, et ce que je veux dire aussi, c'est que dans les laboratoires, on fait plein de choses. Moi, je vais essayer tout... Enfin, dans la carrière d'un chercheur, plus on vieillit, moins on a tendance à vraiment faire de recherche. Parce qu'il faut faire de l'administration, gérer des projets, trouver de l'argent, etc. Mais je vais essayer toute ma vie de continuer à faire au moins une part de recherche, parce que c'est aussi ça qui me motive. À un moment donné, voir des choses sur le terrain, essayer de les interpréter, voir des statistiques, essayer de les interpréter, c'est aussi ça qui me fait vivre, quoi. Par contre, j'ai aussi éprouvé le besoin de faire d'autres choses. Et du coup, de sortir du laboratoire, voir d'autres gens, discuter avec d'autres types de personnes. Je sais pas, moi, la semaine dernière, en partie à cause du livre, j'ai discuté avec des gens qui veulent produire des dessins animés pédagogiques sur l'agriculture, avec comme personnage principal Joe le lombric. Voilà. Donc voilà, ça m'a changé de mon laboratoire et j'étais très bien. content. Bravo. Oui, parce que évidemment, on se situe quand même, comme vous semblez le dire, pas à la croisée des chemins, mais à un moment où il faut se préoccuper de rendre, ça je trouve que l'expression est terrible, rendre la Terre habitable. Elle risque de ne plus l'être. Effectivement, l'enjeu derrière tout ça, alors c'est pas que les sciences écologiques, il faut aussi la climatologie, il faut aussi l'océanographie qui mélange différentes choses. Donc tout seul, en tant qu'écologue, je peux pas tout faire, mais effectivement, quand on regarde les rapports de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité et les rapports du GIEC, on voit bien que ce qui est menacé, et c'est vrai que c'est pas si souvent dit que ça, ce qui est menacé, c'est les sociétés humaines. Bon, la vie, elle va continuer, alors on perd des espèces, etc., mais la vie va continuer. A priori, les humains vont continuer, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont continuer à être habitables, etc. Par contre, ce qui est menacé, c'est vraiment les sociétés telles qu'on les connaît. Et du coup, d'un côté, j'appelle à les transformer, parce qu'on voit bien que c'est pas durable. Par contre, on a envie de maintenir ce qu'on aime bien dans nos sociétés, c'est-à-dire des humains qui sont heureux, qui se nourrissent correctement, qui sont en bonne santé, qui ont accès à la culture, qui peuvent voyager un peu. Alors voyage, ça devient compliqué aussi à cause des émissions de gaz à effet de serre, mais voilà, on a envie de garder ça et puis de garder des sociétés
convivial, voilà, et du coup voilà, il faut transformer, mais l'enjeu c'est de garder nos sociétés. Exactement. Eh bien écoutez, merci beaucoup Sébastien Barrault. Merci pour tout ce travail, tout ce livre, et puis tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous ferez encore? Merci pour la discussion. Merci. Florence Marie, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis Isabelle Royer. Alors, oui. Oui. Et alors, bonsoir. Le Havre, Rosweg et tout ça. Oui, oui, Georges Rosweg, effectivement, que vous connaissiez très bien. très bien et qui a été directeur de la Maison de la Culture, bien sûr. Alors, ça nous parle évidemment énormément. Et je suis dans la Forge, un lieu que vous avez acheté et aménagé depuis 30 ans. Oui, j'ai quitté Paris en 94. Voilà. Vous êtes artiste. Voilà. Et ce lieu est un lieu connu à Honfleur. Il a une certaine réputation. D'ailleurs, il attire des visiteurs qui sont tout émerveillés, je crois, par l'aspect poétique et féerique des jardins, de l'atelier, de la maison. C'est un tout, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. La base, c'est la peinture. J'ai quitté Paris pour avoir de la place, tout simplement. Vous avez vu beaucoup de grands formats. Il fallait un grand atelier et je voulais revenir en Normandie. Et quand j'habitais Le Havre, on allait de l'autre côté de l'eau. Exactement, on dit toujours ça. Oui, simplement, quand j'étais petite fille, c'était un village de pêcheurs tranquille. Oui, Ce qui n'est plus le cas. c'est vrai. Mais ça s'est retourné positivement pour moi, parce que quand j'ai vu que ce n'est pas du tout ce que je trouvais, c'est-à-dire plus du tout, je me suis un petit peu, pas exilée, mais retranchée loin de toute cette industrie touristique. Oui, c'est ça. Que je trouve Vous pénible. n'êtes pas dans le centre-ville, effectivement, d'Honfleur. Je suis pas loin, mais et justement, étant vraiment, c'est pas déçu, c'est sidéré par ce qui était devenu Honfleur, du village de pêcheurs. Il n'y a plus un pêcheur, c'est trop cher. Mais oui, c'est vrai. En revanche, il y a énormément de touristes. Énormément de touristes, finalement, pour moi, c'est pas mal. Oui, oui, oui. Oui, oui. Surtout que ce sont des touristes curieux, je Oui, crois. oui, oui. Voilà. Donc Oui. les visites de plus en plus fréquentes deviennent, je trouve ça pédant, hein, enfin ça devient pédagogique. Oui, bah peut-être c'est nécessaire. De temps en temps, oui. Oui, oui, oui. Alors peut-être il faudrait me parler pas de votre inspiration particulièrement pour commencer, mais de votre formation de peintre. Mais justement, j'en ai pas. Voilà. Pas du tout. Moi, j'écrivais pour le théâtre. J'écris toujours une fois par an pour le théâtre. Et c'est accidentel. C'est pour ça qu'on dit que la peinture est une aventure. Parce que quelquefois, c'est une coquetterie, je suis une aventure. Pas du tout. J'attrape, il y a donc 40 ans, une pleurésie, une vraie vacherie de maladie. Et bloqué pendant 3 mois, ne pouvant donc pas écrire, je me mets à barbouiller pour m'amuser. Sans ambition aucune. Et puis au bout de 3 mois, je m'en vais chez la libraire du coin, ma libraire, qui avait des toiles sur ses murs. Alors je dis, qu'est-ce qui vous fait exposer ça? Faut voir, elle me dit. Bah je dis, j'ai des toiles. Là c'était gonflé parce que c'était des barbouillages, j'entends bien. Elle vient chez moi, elle prend tout. Oui. Donc libraire à Montmartre, qui a donné exposition mairie du 9e, puis mairie de Paris, puis mairie du Havre, de Dieppe, de Rouen. Mais le point de départ, c'est vraiment fragile. Mais à Montmartre, il y a le musée d'art naïf, je crois, non? Oui. Oui, c'est ça. Il me Oui, semble. oui. Mais enfin, moi, la libraire Ravignan, c'est une libraire mais enfin, assez en contact avec l'art brut, l'art singulier, dans lequel on me mettait au départ, ce qui ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais je ne trouve pas ça loyal de me revendiquer art brut, alors que si on prend la définition de Jean Dubuffet, c'est hors de tout conditionnement culturel. Et en général, les personnes sont internées, ce qui n'est pas mon cas. Oh, bah, pas du tout. Enfin, pas encore. Non. À Dieu ne plaise. Effectivement. Et c'est pas hors de tout contexte culturel, Non. hors de toute... Non, il ne faut pas Pas du revendiquer tout. ça. J'ai fait des études Non, de lettres, non. de philo, Voilà, bien de sûr. théâtre. Donc ça C'est va pas. ça. D'ailleurs, je crois que votre inspiration est très éclectique, mais elle s'appuie beaucoup sur des contes, des légendes, des mythes. Les contes de fées, puis l'histoire de ma vie. Hein, tout Et l'histoire simplement. de la vie. Oui, oui, oui.
effectivement, que vous sublimez. Oui. Oui, bien sûr, parce que quand il y a le roi et la reine, c'est effectivement Yves et Florence Marie. Je ne me prends pas pour une reine et Yves Marie n'était pas un roi. Mais on a joué à ça. Il était une fois un roi. C'est ça. Oui, vous dites ça parce que j'ai l'impression que le jardin, et peut-être bien la maison aussi, sont très accueillants pour les enfants. Très accueillant pour les enfants. Oui, les enfants, forcément, ils sont dans leur monde. Voilà. Les rois, les reines, les fées, les ogres, les monstres. Oui, les dragons, les Dragons, girafes, tout ça. les crabes, les Oui, tortues. oui. Parce que tout est prétexte à faire œuvre d'art. La moindre souche, le moindre arbre, la moindre cheminée. Exactement, ou le point de Oui. départ, on voulait une cheminée, et pas de cheminée. Oui, On fait un conduit, c'était moche. oui, Comme c'était moche, je le peins. oui. Je rajoute une tête et des pattes, ça devient une girafe. Voilà. Et en fait, tout est souvent comme ça. C'est-à-dire un peu au jour le jour et un peu en fonction. Il fallait une girafe, donc il fallait un cul de girafe, il est là, etc. La table, c'est quand même bien une table, la table où nous sommes, et c'est en cours de réflexion, de rêverie, hein, je rassemble les planches pour faire une table. Oui, Ça devient un soleil noir. Pas complètement naïf le soleil noir, c'est Gérard Non. de Nerval, Bien la sûr. mélancolie. voilà. Et Oui. tout est comme ça, c'est à la fois très naïf, mais derrière il y a ce qu'il faut bien appeler de la culture, même si ça ne me plaît pas. Oui. Alors vous avez l'air de dire aussi qu'il y a du hasard, qu'il y a de la chance. Par exemple, vous prévoyez de faire un vitrail sur une fenêtre. En fait, il y a 40 fenêtres. J'avais prévu de faire je voulais essayer la technique du vitrail. Au revoir et merci Au revoir et merci. infiniment pour votre accueil. Et à bientôt. Et à bientôt. Et la beauté du site. En fait, je voulais essayer la technique du vitrail, ça m'amusait. Et j'avais une fenêtre. Alors j'avais cette idée en tête, et là-dessus j'ai trouvé 40 fenêtres dans une démolition à Pont-l'Évêque. Donc j'en ai fait 1, 2, 3. Finalement j'ai fait toute la série. Une fois que ça a été fait, je me suis dit il faut faire un ensemble. Il n'y avait toujours pas l'idée de chapelle. Ah oui, oui, oui. C'est le public qui a dit c'est une chapelle. C'est pas ça. moi. Oui, oui. Il y avait une maisonnette plutôt. Oui. Et puis dans cette chapelle, puisque le public l'appelle ainsi, si vous regardez de près, c'est pas tellement Dieu, les anges et tout ça, non? Il y a bien quand même le diable et la Vierge. Il y a bien la tentation de Saint-Antoine, ça c'est plutôt Flaubert, hein, avec l'ange et le cochon. Et, mais sinon, c'est une chapelle païenne. Et les artistes bruts ont souvent des visions et des invocations et des messes noires. Alors là, moi, pas du tout. Pas du tout, non, non. Absolument pas. Il n'y a pas Non. de messe noire là-dedans, ni d'invocation à des esprits. Absolument. J'ai horreur de ça. Oui. Oui, oui. Mais ça veut dire que le public ou les enfants se réapproprient les lieux Oui. et leur donnent des noms. Oui. Effectivement. Oui. Oui. Ça, c'est beau. Bah oui, c'est bien. Après tout, chacun peut voir ce qu'il veut. Si on dit que c'est une chapelle, très bien. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez construit une cabane pour les enfants. Alors, la cabane, vous parlez du saule. La cabane, oui. En fait, c'était un saule. Et j'avais fait là-dessous une cabane, comme beaucoup d'enfants font des cabanes. Exactement. Le saule s'effondre en partie, la branche casse la cabane. Je refais une cabane dans l'arbre. Il y a une autre branche qui tombe et finalement le saule est mort. Oui. Donc on a étayé la cabane, auquel je tenais beaucoup, et très récemment, la sculpture, le saule est devenu une sculpture. Il y avait voilà. une branche qui m'inspirait là pour faire ce nez Oui. que je trouvais un nez de fou. Et donc, c'est devenu une sculpture, mais au départ, c'est un saule mort sur lequel il y a une cabane. Oui. Oui, oui. Donc, il y a quand même les circonstances, le jardin. Les arbres morts, il faut les remplacer. Au centre, par exemple, il y avait un pommier. Enfin, j'avais planté un pommier. Et naturellement, je suis quand même marqué par ça, grâce au Havre. Je fais Ève et le serpent, avec le pommier. Le pommier meurt. Donc je fais une sculpture du coup, l'arbre de la... Et le pommier un peu... Enfin c'était un pommier, ça devient vraiment une sculpture qui devient l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Puisque j'avais fait Ève et le serpent près du pommier. Oui. Donc il a bien fallu refaire un arbre. C'est-à-dire que tous les arbres du jardin, là, qui sont d'ailleurs magnifiques, c'est vous qui les avez plantés. Il y avait Tous juste... les arbres. Oui, il y avait juste un saule au fond du jardin très vieux. Mais il n'y avait pas d'arbre. On a du mal à se représenter ce C'est que c'était 32 avant. arbres.
C'est un jardin C'était une extraordinaire, friche, comme oui, dirait, c'était comme une- dirait Trenet. Oui, effectivement. Oui. Il y a un dragon aussi. Ah bah le dragon, c'est un rêve d'enfant. Ça, il y a toujours des dragons. Dans les contes, il y a toujours des dragons. C'est ça. C'est Ceci ça. dit, si on regarde de près, c'est plutôt une chimère. Parce que la queue de scorpion, les pattes de dinosaure, le museau de cheval, c'est plutôt une chimère qu'un dragon. C'est ça. Mais vous avez ouvert aussi un souterrain. Alors le souterrain, ça c'est un... Une drôle d'histoire, ça. Non, le souterrain était là, mais il était bouché. Mais oui, Et à l'intérieur, c'était une sorte de fossé où coulait une rivière. voilà. Qui coule le long du jardin et va se jeter Mmh. dans la claire. Mmh. Et moi, j'ai un souterrain au fond du jardin. Tout le monde n'a pas ça. Ça, c'est l'enfance. Donc ça valait la peine de l'aménager, de le refaire. Donc, alors là, je suis aidé. Hein. C'est un Oui. maçon qui a fait le sol, D'accord. enfin qui a fait la dalle de béton. Et puis moi, j'ai mis du marbre. Je récupère tout, hein, les marbres et tout ça, les mosaïques. Donc j'ai fait le sol. Et de façon, et alors, la fontaine a été canalisée par le maçon pour qu'elle coule là-dessous. Il y a juste la fontaine qui coule, autour duquel j'ai fait la fontaine. Voilà. Son nom précis, c'est le public qui l'appelle la méduse. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il crache de l'eau. Oui, Vous pratiquez énormément la mosaïque. oui, j'aime ça. Je trouve Vous ça faites des vrais tableaux sur les murs, comme ça, en mosaïque, alors magnifique, avec des couleurs vives, Ah, tout ça, c'est de la joyeuses. récupération, mais c'est aussi un hasard parce que il y a un fournisseur important place de la Bastille. Et un jour, j'y vais pour acheter, je me souviens, 6 mètres carrés de mosaïque pour faire celle-ci. Elle m'a dit qu'elle avait été un peu intriguée. Bref, elle vient ici. Elle voit tout ça, enfin, elle voit le lieu, et elle m'a considérablement aidé en me donnant toutes les chutes. Ah oui, Chutes, marbre et tout, j'ai rien payé. oui, voilà. Enfin, je lui ai donné une toile, C'est ça. Oui, enfin oui. plusieurs toiles. Oui. Et donc, elle a continué à me donner Mhm. tout ce qui est mosaïque, j'ai rien payé. Mhm. C'est vraiment de la récupération. Oui, oui, oui. Et alors, vous avez un atelier immense. Ben, ça, c'est de ma chance, c'était un atelier de menuiserie. Exactement. Car au départ, ça, c'était la maison de maître, Mhm. et il y avait un atelier de menuiserie. Mhm. Et quand la maison a été en vente, il fallait pas démolir l'atelier, parce que c'est vestige du patrimoine. Mais oui. Mais personne ne voulait de ce truc-là, inchauffable, énorme. Les gens qui achètent une propriété, ben, ils veulent un jardin, ils veulent pas ça. Oui. Et moi, c'est justement ce qui fait mon affaire. cet atelier. Exactement. Oui, oui. Donc c'était une chance, je l'ai eu pour rien, parce que personne n'en voulait. Voilà. Mhm. Et alors, il est magnifique parce que c'est une sorte de labyrinthe où on circule entre les toiles, immense pour beaucoup. Mais vous dites que dans votre évolution, vous diminuez un petit Ben, peu j'ai les plus de formats. place. Oui, c'est une raison. Oui. Et alors, j'ai été frappé par le contraste entre les grandes toiles qui sont quelquefois sombres ou même rayées. Les personnages sont cachés par une reprise de peinture, je ne sais pas comment ça s'appelle, et la gaieté du jardin, des Les toiles, au début, mosaïques, etc. étaient assez sombres. Oui, oui, oui. Oui. Elles sont prenantes, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, effectivement. Pourquoi elles étaient sombres? Je ne sais pas quoi vous dire. Au début, elles étaient sombres. Oui, oui, oui. Mais elles sont mystérieuses. Et puis ça s'est éclairci, ça s'est égayé. Peut-être que la Honfleur et la Forge y sont pour quelque chose. Mais au début, les toiles étaient un peu tourmentées, un peu sombres. Oui. Mhm, mhm. Et les petits formats, là, c'est pas seulement la place, c'est peut-être aussi l'inspiration, apparemment, c'est aussi par carré. C'est peut-être. beaucoup par Hein, carré, c'est par beaucoup série. carré. Oui. Par série, oui, c'est ça. Il y a d'abord, peut-être parce qu'il y a eu les. C'était un hasard, ça. Mhm. C'était un hasard. J'étais dans le Cotentin, dans ma famille, et la galerie du Havre, Taormina, me téléphone et me dit je voudrais des petits formats pour Noël, ça va bien se vendre. Je n'étais pas contente. Je ne sais plus à qui je dis des petits formats pour Noël pour se vendre, ça va être un échec. Ah oui, oui. Échec. Mmh. D'où échiquier, Mmh. Oui, tout simplement. tout Donc simplement. j'ai fait le premier échiquier au fond. Voilà, c'est ça. Sauf que j'ai pas du tout respecté la demande du galériste qui voulait des petits formats bien séparés. Je lui balance l'échiquier Ben oui, énorme, oui, invendable. c'est ça. Oui, oui, oui.
Mais j'ai vu qu'il y a aussi Eh ben, j'en ai fait 3 autres, du coup. toute une série de petits formats. Mais j'aime bien, c'est venu de là, j'aime bien Oui. cette histoire de cases. Je ne sais pas Oui. exactement pourquoi, mais Oui. j'aime bien ça. Oui. Oui. Oui, c'est quoi? C'est... Je sais pas. Je vous dis, au départ, il y a l'échiquier, puis j'en ai fait 3 autres, puis cette histoire de cases, pour moi, ça fait comme des histoires, avec Oui. des cases et des personnages qui suivent et qui racontent une histoire. C'est ça. Oui. Oui. Finalement, vous êtes heureuse dans ce lieu. Oh ben, si j'avais pas la commission de sécurité, etc., ce serait très bien. Oui. J'ai été très bien pendant 30 ans. Oui. Oui, oui. Vous avez été en danger, je crois, à certains moments. Bah, à certains moments, à cause des... Oui, les voisins, toujours, la mesquinerie, les voisins qui voulaient un mur, comme c'est leur mur, il fallait pas de mosaïque, donc comme j'ai fait des mosaïques, j'ai eu un procès qui a très vite été endigué, parce qu'on a dit, Carrément. bon, bah, ça dérange personne qu'il y ait des mosaïques de ce Bah, côté-là. non. Bien sûr. Ensuite, bah, il y a eu le souterrain qui m'appartient pas. Mmh. Donc les promoteurs au-dessus voulaient boucher le souterrain Mmh. pour pouvoir construire au-dessus. Oui. Donc moi je ne voulais pas que le souterrain soit bouché. Le ministère de la Culture est intervenu et a protégé le souterrain. Ah voilà. Grâce à Rosweg, Oui. évidemment. Voilà Georges Rosweg qui revient. Oui, effectivement. Oui, oui, il tenait beaucoup à ce lieu. Mais il tenait à vous aussi. Oui. Ah, oui, Grand oui, oui. ami. Grand ami. Oui. Oui. Et alors, effectivement, vous organisez des visites assez régulièrement. Ben, ça c'est devenu financier. Hein. Voilà. Parce que quand Yves-Marie a disparu il y a 15 ans, le notaire m'a dit vous n'avez pas de quoi vivre, il faut vendre la forge. Ah. J'ai dit bon ben on va réfléchir. Et donc les visites qui étaient un peu occasionnelles et divertissantes sont devenues un métier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est des groupes, c'est Oui. des écoles, c'est des visites toute l'année. Voilà. C'est un métier, c'est Oui. faire rentrer de l'argent. Est-ce que vous organisez aussi des ateliers pour les enfants? Je voudrais bien, mais je ne m'estime pas compétente. Écoutez, j'ai pas appris le dessin, donc les enfants... Vous quand je passez les- votre temps à dessiner? Sans doute, mais Oui. grâce à la conservatrice du Havre, Geneviève Salle, Oui. qui m'a dit « Surtout ne cherchez pas à dessiner, vous avez votre... » C'était extrêmement intelligent. Exactement. Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Oui, oui. Oui. Surtout que vous avez une grande, grande créativité. Je trouve une grande inspiration. Oh, c'est toujours le jour. Au jour le jour, il y en a toujours. Oui. C'est ça. C'est pas... Oui, bah là, le saule tombe, il faut faire un arbre, enfin, etc. C'est toujours un peu dicté par... j'ai bien dit au départ, la caverne... ah bah c'est Georges encore qui m'avait dit, bon, Florence, il faudra songer à faire une billetterie. Mhm. Bon, J'ai fait la grotte. voilà, par exemple. Oui, oui. Mais dans le fond, on pourrait presque dire que vous avez à cœur d'apporter de la joie à vos Oh, oui. visiteurs, il me semble. Écoutez, il y moi. a assez de tragédies dans le monde, ça n'arrête pas. Oui, c'est Ça vrai. n'arrête pas. Trucs atroces partout. Les gens viennent ici, c'est pas pour que je leur parle de... Non, non, j'essaie d'être dans l'ensemble très positif et très gai. C'est ça. D'abord parce que j'étais comme ça dans l'enfance. Mhm. Voilà, oui. D'ailleurs, c'est vrai, c'est ça qu'on trouve chez vous. C'est une nature joyeuse. Dans le jardin et dans la maison, on trouve Oui. l'enfance. Oui. Oui. Ça, c'est J'aime agréable. beaucoup à apporter de la joie C'est et non agréable. pas... Oui. On peut sortir Voilà. par là Mais oui, écoutez, madame. je vous remercie beaucoup, Florence Marie. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Margot Poutavi. À notre agenda culturel, je voudrais vous rappeler le festival Ad-Hoc, c'est-à-dire un festival jeune public au Volcan, scène nationale du Havre. Il s'agit de la 8e édition, du samedi 29 novembre au samedi 6 décembre 2025. 19 spectacles à voir de 6 mois à 15 ans et plus, en journée ou en soirée. Et c'est toute la communauté urbaine du Havre Seine Métropole qui est conquise. En fait, cette programmation est éclectique, elle porte des regards différents sur le monde qui nous entoure, avec humour, curiosité, générosité. 19 spectacles donc, inspirés aussi bien de la littérature jeunesse que de la nature, des contes, de la vie quotidienne, et des créations venues du Havre, d'Europe ou de l'autre côté de l'Atlantique.
des marionnettes, du théâtre, de la danse, de la musique, de l'image. C'est toute la présentation de Camille Barneau, la directrice, que nous trouvons au Volcan, bien sûr, si vous voulez le détail, ou sur le site du Volcan. Et puis, emmenez vos enfants, qu'ils se régalent, régalez-vous avec eux dans la découverte de ce spectacle vivant. Au revoir, bonne semaine à vous, à bientôt.